Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais. Un film a été projeté pour permettre à la jeune génération d'avoir une idée sur ce pont de l'histoire. Colère des membres de la Fédération nationale des Dara après la tenue de la 3e édition de la Journée nationale des Dara. Ces derniers se disent lésés et pointent du doigt le comité d'organisation. Fin de l'accord de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne. Le président de la Confédération africaine d'organisation professionnelle de la pêche artisanale réagit. Gaussou Gueye dit attendre la fin de l'évaluation et invite les autorités à publier de façon périodique la liste des navires qui pêchent au Sénégal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Projection du film Le Camp Thiaroye. C'est dans le cadre de la commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais. Le comité scientifique veut permettre à la jeune génération d'avoir une idée claire sur ce qui s'était passé. Ceux qui ont assisté à la projection du film repartent avec beaucoup d'émotions. C'est ce que nous disent Cheikh Tidiane Diakhaté et Moussa Dia. Le film Le Camp Thiaroye a été projeté au complexe Ousmane Sembène, une œuvre cinématographique qui relate l'histoire des tirailleurs africains assassinés pour avoir réclamé leur dû. En partenariat avec l'UNESCO, le président du comité de commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais de Thiaroye, professeur Mamadou Diouf, estime que c'est un moyen pour la jeunesse de vivre directement cet événement. Pour les plus jeunes, c'est une manière effectivement de vivre de manière directe un événement qu'il est plus difficile de vivre et de représenter quand on a un livre. Donc, Sembène est passé du roman au cinéma parce qu'effectivement le cinéma lui offre une capacité de communiquer et d'interagir. Dimitri Sanga, directeur régional de l'UNESCO, collaborateur du comité, pense que c'est une occasion de projeter le film au grand public. Nous avons entrepris de restaurer un certain nombre de films qui sont emblématiques, incluant celui-ci. Et donc, dans ce processus de restauration de ces films-là, c'est un film qui a été restauré avec cette collaboration-là. Et le 80e anniversaire de Thiaroye était vraiment une occasion assez importante pour pouvoir projeter ce film-là au grand public. Dans ce sillage de commémoration du massacre de Thiaroye, Mariama Touré Thiam trouve le 7e art comme le médium propice pour la diffusion du message. L'impact pour les plus jeunes, je crois que le cinéma est l'art, le médium le plus en mesure de faire vivre la mémoire. Lire est quelque chose, lire est important. Lire peut permettre de comprendre en profondeur. Le cinéma fait simplement sentir les choses dans l'immédiat. Durant la cérémonie, des prix ont été remis à de jeunes créateurs de contenu dans le cadre d'un concours organisé pour cette occasion. Dans son contexte d'hommage aux tirailleurs africains, beaucoup de spectateurs sont sortis émus de la salle. La Fédération internationale des ouvriers du transport plaide pour le renforcement de la lutte contre la pêche illicite. Ses membres invitent l'État à renforcer les moyens pour les observateurs chargés de surveiller les navires. Ils appellent à une collaboration entre États et les organisations qui évoluent dans le secteur de la pêche. Koumbasey et Cheikh Tidiane Diouf. Créer à partir de Dakar une coalition qui peut imposer la prise en considération des acteurs de la société civile sur la pêche INN, illicite non déclarée et non réglementée, est le but de ce panel organisé par la Fédération internationale des ouvriers du transport. Nous avons décidé ce matin
d'organiser un panel sur la pêche INN, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, qui est un fléau qui joue un rôle négatif dans le secteur de la pêche, participant à la raréfaction des ressources. Les différents facteurs qui favorisent la pêche illicite étaient également au menu de ce panel. Le manque de transparence, parce que les pays ne sont pas suffisamment transparents dans l'octroi des licences, dans les procédures, en tout cas des activités de pêche. Il y a aussi la faiblesse dans les outils de lutte contre la pêche illicite. Par exemple, les observateurs qui partent en mer ne sont pas sur tous les bateaux, ou manque de formation, et les inspecteurs aussi qui contrôlent le port, les points de débarquement du poisson ne sont pas suffisamment formés ou ne sont pas suffisamment renseignés ou informés pour prendre en charge les besoins de surveillance. Il a par ailleurs proposé des solutions pour la lutte contre la pêche illicite. Il faut renforcer aussi tout à l'heure, comme je disais, les moyens de lutte contre la pêche illicite. Ces moyens de lutte, on a parlé ce matin des observateurs, mais il y a aussi la surveillance participative, faire impliquer les acteurs, les pêcheurs à l'effort de surveillance. Il y a aussi quelque chose qui est très important et que les gens négligent souvent, c'est les moyens aériens. L'avion de surveillance est un outil extrêmement dissuasif pour tacler, en tout cas, les délinquants qui sont dans la mer. Donc il faut renforcer les outils. Et le dernier point sur lequel les gens faut insister, c'est la coopération régionale et internationale. Ce panel s'inscrit dans le cadre d'un atelier d'évaluation d'un projet financé par le LO Norway pour évaluer et planifier leurs activités de 2025. Cependant, la lutte contre la pêche illicite semble être une de leurs priorités. Fin de l'accord de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne, la Fédération internationale, la Fédération internationale des ouvriers du transport, ainsi que la Confédération africaine d'organisations professionnelles de la pêche artisanale attendent donc la fin de l'évaluation du protocole d'accord. Ces membres invitent le ministre de la Pêche à publier de façon périodique la liste des navires qui pêchent au Sénégal. Gawusu Gueye est le président de la Confédération africaine d'organisations professionnelles de la pêche artisanale. Il est ici au micro de Koumbasé. Parle de la pêche illicite non déclarée et non réglementée. La question que je me pose est où est-ce qu'on vend ces poissons-là? Parce qu'après les avoir pêchés, ils ne vont pas les jeter. Donc on doit lutter contre cette corruption pour faciliter la lutte, surtout en associant les pêcheurs artisans. Le gouvernement de son côté, à travers le ministère de la Pêche, a dit qu'ils sont en train d'évaluer. On n'a qu'à attendre le rapport pour qu'on puisse en parler. Ce que je sais, c'est que les gens doivent faire la différence entre accord et protocole. Parce que c'est le protocole qu'ils n'ont pas renouvelé. Mais ils ont fait des efforts en faisant sortir tous les bateaux de pêche. Il faut qu'ils aillent plus loin, c'est-à-dire faire une mise à jour. Mais chaque 3 mois, on doit faire une mise à jour pour nous dire. La Fédération nationale des Dara et écoles coraniques fustige la manière dont la 3e édition de la journée nationale des Dara a été organisée. Selon ses membres, ils ont été lésés et privés de parole. Ils pointent du doigt le comité d'organisation. Adama Sek est membre de la Fédération nationale des Dara. Il est ici au micro de Antagendoy. Pendant les 2 éditions passées, des insuffisances ont été notées, mais toutefois l'événement avait suscité beaucoup d'espoir. Mais pour cette 3e édition, hélas, une stratégie a été mise en place pour écarter la Fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal et le mouvement national des Ndayoudara. C'est pourquoi la Fédération et le mouvement national des Ndayoudara interpellent son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, pour que de pareils actes soient bannis et de façon définitive.
le ministère de l'Éducation nationale a sciemment orchestré ce chaos qui n'honore pas le Sénégal. La Fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal exprime sa profonde indignation et son mécontentement suite au comportement et à l'attitude inappropriée des organisateurs du ministère de l'Éducation nationale à l'occasion de la journée nationale dédiée au Dara, en présence de son Excellence, Président de la République. Les responsables du ministère de l'Éducation nationale ont fait preuve d'un manque de considération flagrant à l'égard des responsables de la Fédération et des participants à cette cérémonie. Les faits suivants sont particulièrement déplorables. Exclusion des acteurs clés. Nous avons constaté l'absence de dialogue préalable avec les responsables de Dara, en l'occurrence la Fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal, avant l'événement, malgré la reconnaissance officielle de leur rôle dans le système éducatif sénégalais, et a créé une atmosphère de marginalisation. Il est inacceptable que des acteurs centraux de la Fédération aient été écartés des discussions et des préparatifs concernant cet événement national. Lutte contre les violences faites aux femmes au Sénégal, le message prend de plus en plus forme et devient audible à travers les séjours d'activisme. Selon Rabi Seydou Diallo Kane, directrice fondatrice de Debo Leadership Féminin, mais beaucoup de choses restent encore par faire. Il faut élever de plus la voix pour que cessent les violences faites aux femmes, d'après la sociologue Rabi Seydou Diallo Kane, directrice fondatrice de Debo Leadership Féminin, était l'invité de l'entretien spécial. C'est plus de 480 pays qui célèbrent chaque année les 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes. Évidemment, le Sénégal n'est pas en reste et depuis quelques années, nous sentons quand même qu'il y a un réel engagement en faveur de cette lutte-là contre les violences faites aux femmes. Nous ne pouvons pas minimiser la sensibilisation, l'impact de la sensibilisation qui a été faite, mais évidemment, c'est à parfaire. Nous avons encore du chemin à faire parce que nous avons entendu il y a 3 ans le féminicide qui a glacé le sang de beaucoup de Sénégalais et de Sénégalaises lorsque un homme a assassiné ses 3 enfants avant de se donner la mort. Ça, c'est une violence psychologique énorme que l'on a faite à la femme, à la survivante, la mère de ses enfants et l'ex-épouse de cet homme-là. Nous entendons aussi régulièrement classés dans les faits divers, malheureusement, des cas de violence faites aux femmes. Mais que ça soit ONU Femmes, que ça soit plusieurs associations féministes, comme Debo Leadership Féminin aussi, nous œuvrons pour élever notre voix, amplifier notre voix pour que cessent ces violences faites aux femmes. Et je pense que... En tout cas, je n'ai pas les statistiques en main pour dire qu'il y a eu un réel impact, mais je sais que les actions de sensibilisation font leur petit bout de chemin et les changements de mentalité prennent malheureusement du temps, mais j'ai espoir que ça va changer. Le directeur de l'Institut national du pétrole et du gaz, donc nous en partenariat avec l'université de Touba. Pour le directeur de l'Institut, ce partenariat vise à renforcer les connaissances sur les métiers du pétrole et du gaz. Babacar Kébé magnifie la qualité des enseignements dans ce temple du savoir. Je propose de l'écouter. Il est ici au micro de Goranaglo. La raison d'existence de l'Institut national du pétrole et du gaz. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de pays en Afrique qui ont eu à commencer l'exploitation du pétrole et du gaz et qui sollicitent aujourd'hui l'Institut national du pétrole et du gaz pour des formations. Par exemple, il y a des pays qui ont commencé à exploiter depuis 1962, je ne veux pas les citer, mais qui nous sollicitent aussi aujourd'hui pour les former. Donc l'État du Sénégal a anticipé un peu dans le domaine de la formation. Aujourd'hui, l'Institut national du pétrole et du gaz a déjà formé une promotion de 3 promotions d'ingénieurs, près de 90 ingénieurs qui aujourd'hui travaillent au niveau les plus hauts de responsabilité dans les compagnies pétrolières, à Petrosen, dans les ministères, etc. Ça, c'est déjà un exemple. Et
La semaine dernière, il y a 2 jours, nous avons lancé un vaste programme de formation des techniciens dans les métiers du pétrole et du gaz pour aussi former des techniciens. Parce qu'avant de réclamer sa part dans le contenu local, il faut d'abord que vous ayez des citoyens bien formés. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes venus rencontrer les autorités du complexe Cheikh Ahmadou Khadim pour voir un peu dans quelle mesure nous pourrons les accompagner dans le cadre de la formation des techniciens, dans le cadre de renforcement de capacités, avec l'objectif de produire d'ici quelques mois, j'allais dire, vraiment des ressources humaines très qualifiées et qui soient aptes à travailler sur tous les segments de la chaîne de pétrole et du gaz. L'Union démocratique des enseignants et enseignantes du Sénégal, section Matam, en grève. Ses membres dénoncent la ponction des salaires et pointent du doigt l'inspecteur de l'éducation et de la formation. Ces derniers réclament aussi le paiement de leur indemnité des examens 2023 et 2024. Amadou Martialo. La section de l'Union démocratique des enseignantes et enseignants de Kanil a finalement tenu un point de presse après l'interdiction de son sitting par une note préfectorale. Ces enseignants, par la voix de leur secrétaire général Pape Abdoulaye Diallo, ont déploré le comportement de l'inspecteur de l'éducation et de la formation de la circonscription à leur endroit. Nous déplorons avec véhémence l'attitude condescendante et le manque de respect notoire de l'IEF envers les enseignants, les conditions ignobles dans lesquelles ces derniers sont soumis lors des formations, mais des ponctions sauvages sur les salaires. Nous ne pouvons pas admettre des coupures récurrentes et vous en constatez que depuis 4 ou 5 mois, des salaires de nos enseignants sont ponctionnés. Des coupures de 11 jours, 13 jours pour absence d'examen. Et parfois même, c'est des enseignants qui ont des motifs valables. Ces enseignants réclament aussi le paiement des indemnités des examens depuis 2023. Mais nous avons des indemnités liées à ces examens-là depuis 2023 qui ne sont toujours pas payés. Qu'est-ce qu'il en dit? Rien du tout, malgré toutes nos lettres de relance. En grève depuis presque 5 jours, ces professionnels de la CRE campent sur leur position et prévoient un sitting vendredi prochain. Nous avons rencontré l'inspecteur de l'éducation et de la formation, Mohamedou Bassir Diop. Ce dernier a décidé de ne pas répondre aux allégations portées contre sa personne. La direction du développement et du capital humain réfléchit sur les meilleures pratiques et l'opérationnalisation de l'approche de budgétisation sensible aux dividendes démographiques dans le processus budgétaire. Pour ce faire, il faut prendre en compte la jeunesse et une meilleure gestion des ressources selon les acteurs. Moutagakan. La CEA a réuni les différents pays de l'Afrique de l'Ouest afin de passer au peigne fin les progrès réalisés dans le cadre de la capture du dividende démographique. Pour le Sénégal, il est ressorti qu'il ne peut y avoir d'envol économique sans la prise en compte des préoccupations des jeunes. La structuration économique du pays et partant la transformation systémique de l'économie et du pays ne peut pas se faire sans le dividende démographique, sans l'investissement dans les jeunes qui constituent de la moitié de la population. La santé et l'éducation sont bien prises en compte dans ce programme. De manière tout à fait focalisée et spécifique, voir sur la base des statistiques où est-ce que vous en êtes en termes de mortalité maternelle et quels sont les leviers à vraiment renforcer pour accélérer cet objectif-là. Mais en même temps, l'éducation. L'éducation, la santé ont des effets de ruissellement qu'on appelle en économie les externalités positives sur tous les domaines. L'exploitation des ressources naturelles reste déterminante dans la création d'emplois. Lequel renforcement du capital humain aura également des effets synergiques importants dans la création d'emplois. Premièrement, l'exploitation des ressources naturelles avec les chaînes de valeur que vous voulez mettre en place, sans lesquelles vous ne pouvez pas diversifier votre économie. Et j'en passe. Donc c'est un tout cohérent. Devant la rareté des ressources, l'efficience de la dépense est mise en avant. Ce n'est pas seulement l'effectivité,
mais c'est l'efficience de la dépense. Et c'est d'autant plus important que tous les pays, pas seulement le Sénégal, tous les pays ici représentés, font face à la rareté des ressources publiques. En clair, les pays de l'Afrique de l'Ouest sont appelés à investir à bon escient, notamment dans l'allocation judicieuse du budget pour la capture du dividende démographique. Mountaga Khan, le Sénégal peut bel et bien se passer de la dette extérieure. C'est l'avis de la directrice pour l'Afrique de l'Ouest de la Commission économique des Nations Unies. Pour l'Afrique, elle propose une meilleure gestion des impôts. Comme solution, Ngone Diop, directrice pour l'Afrique de l'Ouest de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, est au micro de Mountaga Khan. Vous allez même à un moment donné où le Sénégal pourra se passer de l'emprunt, de la dette aussi importante que nous savons et les taux importants. C'est possible. Et c'est possible, j'espère que dans le dispositif de la vision 2050, ça va se faire. Vous pouvez le faire en termes de pilote, en termes de processus et vérifier ce qui va se faire. Vous n'avez pas, moi je suis vraiment convaincu à 100% qu'avec l'exploitation du gaz et toutes les ressources que vous avez, et le pot au prou de taxes que vous avez mobilisées, si vous élargissez l'assiette fiscale, si vous mettez les moyens à collecter l'argent déjà, les taxes maintenant, ce n'est pas collecté. Même TVA, il y en a beaucoup qui ne payent pas. Il y a des organisations qui reçoivent les taxes, 18% vous payez. L'organisation prend un investisseur ou une société, il récolte, l'entrepreneur récolte la taxe de 18% que vous avez TVA, mais elle ne reverse pas ça. Ça, c'est un gap. Alors, si vous vous assurez de manière efficace à ce que tous les gens qui doivent payer payent, à ce que l'impôt soit équitable, les grosses sociétés qui ne payent pas parce qu'ils ont besoin, qu'ils ont eu des avantages qui ne sont pas basés sur vraiment un truc objectif, ni sur les priorités du pays. Parce que si vous donnez un avantage fiscal, il faudrait que ça ait des effets positifs sur l'économie du pays. Mais la plupart du temps, on n'a pas besoin de grandes analyses, on voit que non. C'est quelque chose qui s'est fait à la tête du client. Si vous arrêtez ça et vous mettez en œuvre la politique fiscale, la taxation de manière efficace, voyez, vous allez récolter beaucoup d'argent. Et puis, l'évasion fiscale, c'est autre chose. Il y a aussi la corruption. Si vous voulez vraiment arrêter la corruption, parce qu'il y a des milliards et des milliards qui sont en dehors du pays, ramenez-les. Commencez par ça, faites le nettoyage de manière efficace. Vous n'aurez pas, ce que je vois dans ce pays, vous n'aurez pas besoin d'emprunter et ces aides à taux prohibitifs qui ne permettent pas justement un investissement adéquat dans l'éducation. Clôture de l'école d'été organisée par l'École supérieure polytechnique en collaboration avec ITA, les risques de la transformation du numérique auxquels les institutions font face au cœur des échanges. Les acteurs ont également proposé des pistes de solutions pour réduire les risques. Je vous propose d'écouter tour à tour Gervais Mendy, coordonnateur de l'école d'été, et Mohamed Tidiane Seck, il est consultant spécialiste dans le numérique. Ils sont ici au micro d'Aram Faldao. Un partage des valeurs, une convergence des ambitions et une forte volonté d'unir les forces. Si on veut aller dans le sens, disons, de l'orientation nationale vis-à-vis de la digitalisation des procédures, comme le gouvernement l'a annoncé, donc du tout numérique, donc on va s'exposer davantage. Donc le risque va être plus grand. Ça, on n'a pas le choix. Donc si vous voyez les chiffres par rapport à d'autres pays qui sont très développés, c'est que ces pays sont dans une transformation digitale effective, continue, et de ce point de vue, les attaques deviennent de plus en plus importantes. Mais si vous ne digitalisez pas, naturellement, vous ne serez pas attaqué, on ne verra pas les chiffres. Les chiffres seront très bas. Ça ne signifie pas que vous êtes prêts, ça ne signifie pas que vous êtes dans des dispositions pour supporter les attaques si vous ne prenez pas les précautions nécessaires à ce niveau-là. Il faudrait déjà bien préparer l'infrastructure. Ce n'est pas que l'infrastructure technique, il faut aussi préparer le cadre réglementaire et juridique pour le pays. Donc il y a des textes qui sont là pour ça. Donc vous avez vu la direction du chiffre l'a rappelé, les panélistes l'ont rappelé. Donc on a assez de textes, on a certains dispositifs
mais aussi il faut aller dans le sens du financement. Donc on ne peut pas ne pas financer sa sécurité. Elle est vitale, donc on a des infrastructures qui sont critiques et de ce point de vue il faut toutes les protéger. Dans la cybersécurité, on parle d'infrastructures critiques. Alors, les infrastructures critiques, ce sont des institutions ou des infrastructures pour lesquelles, s'il y a une attaque, ça peut porter un préjudice très très fort à l'ensemble du pays. C'est par exemple le secteur bancaire, ça peut être le secteur de l'électricité, le secteur de l'eau, le secteur de la santé, bref, le secteur de l'éducation. Donc tous les secteurs sensibles du pays et qui utilisent massivement le numérique, ces secteurs sont a priori des cibles pour les cyberattaquants et donc ces secteurs-là doivent être protégés. Un mot de sport dans cette édition, Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, le ministère de l'Éducation nationale et le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse unissent leurs forces pour mobiliser les élèves et renforcer la pratique du sport. 48 écoles et collèges tests ont été choisis. D'autres initiatives sont prévues à l'image de l'organisation du brevet olympique civique et sportif pour encourager l'engagement civique et sportif des jeunes et un concours national pour la création de la mascotte officielle des JOJ Dakar 2026. Kumbassé. Un partage des valeurs, une convergence des ambitions et une forte volonté d'unir les forces pour assurer une implication adéquate de la jeunesse sénégalaise à travers l'école dans la préparation et la livraison des Jeux olympiques de la jeunesse et l'organisation des Jeux est le but de ce partenariat entre le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse et le ministère de l'Éducation nationale. En marge de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a pu renouveler à la communauté internationale l'engagement du Sénégal à assurer une bonne tenue de cet événement planétaire en Afrique. Notre pays doit dès lors relever le double défi d'une organisation réussie et irréprochable et d'une participation positive par l'atteinte de performances sportives de haut niveau. Cette ambition nécessite sans nul doute, de la part de chaque citoyen sénégalais et de nos partenaires stratégiques. Le gouvernement s'engage à faire de cet événement une réussite totale d'après le ministère de l'Éducation nationale. La Nation a pu organiser du 1er au 5 août 2024 à Thiès le Festival national du sport scolaire qui a réuni 2356 élèves et encadreurs autour de 6 disciplines sportives et d'activités citoyennes, une première depuis 20 ans. Cela démontre, encore une fois, la place importante réservée au sport dans l'agenda 2050 par les plus hautes autorités de notre pays. Ici ajoutent les 40 mesures prises par M. le Premier ministre Ousmane Sonko lors du Conseil interministériel du 15 octobre 2020. L'éducation à la citoyenneté et au patriotisme est une des priorités de l'État. Elle peut être facilement mise en œuvre à travers la pratique sportive. Un partenariat stratégique inspiré du contrat DOT nous liant au CIO et qui met la jeunesse au cœur du processus de préparation et d'organisation de ce premier événement olympique en terre africaine. Il s'inscrit en effet dans la suite de celui conclu en 2020 entre le ministère de l'Éducation et le mouvement olympique. Jusqu'ici, la mise en œuvre s'est accélérée, bien sûr, et notre partenariat aujourd'hui va plus loin, beaucoup plus loin. Cette collaboration peut permettre une meilleure implication du sport dans le milieu scolaire. Toutefois, l'État attend l'accompagnement du COJOJ dans la nécessité de développer une véritable politique de réhabilitation et d'édification d'infrastructures scolaires d'après le ministère. Kumbassé, merci. C'était le mot qui m'a fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Au revoir.